Vous est-il déjà arrivé de contempler une image de l'univers lointain et de vous sentir submergé par son immensité? Imaginez une cité cosmique, un tourbillon silencieux abritant des centaines de milliards d'étoiles, chacune étant un soleil potentiel. La lumière combinée de tous ces astres crée une splendeur qui défie notre entendement, une lueur collective traversant des millions d'années-lumière pour atteindre nos télescopes. Maintenant, portez votre regard vers le centre de cette même galaxie. Vous y distinguez un point, une minuscule piqûre de lumière, si petite qu'elle semble presque perdue dans la majesté de l'ensemble. À première vue, elle paraît insignifiante, un détail noyé dans un océan d'étoiles, une simple anomalie dans le champ de vision. Pourtant, ce simple point lumineux est plus brillant que la galaxie entière qui l'entoure. Ce n'est pas une illusion d'optique, ni une figure de style poétique. C'est une réalité physique, un paradoxe, qui a déconcerté les astronomes pendant des décennies et a remis en question leur compréhension de l'énergie dans le cosmos. Cet objet, ce phare aveuglant au cœur des ténèbres, est un quasar. Comment une région de l'espace à peine plus grande que notre système solaire peut-elle produire plus de lumière que des centaines de milliards d'étoiles? Quel moteur cosmique peut générer une telle débauche d'énergie surpassant la puissance combinée de toute une galaxie? C'est l'un des mystères les plus profonds de l'univers. Un objet d'une compacité extrême qui devient la source lumineuse la plus éclatante du cosmos. Dans ce voyage, nous allons plonger au cœur de ce phénomène pour comprendre comment un monstre invisible peut allumer le plus grand phare de l'univers. Et vous verrez que l'explication, tissée dans les lois de la gravité et de la lumière, est encore plus spectaculaire que la question elle-même. Pour saisir l'existence des quasars, il faut d'abord remonter le temps, bien avant leur apparition, et contempler la nature même de notre univers. Depuis son origine, il y a 13,8 milliards d'années, le cosmos est en expansion. L'espace lui-même se dilate, étirant la distance entre les galaxies et diluant progressivement la matière et l'énergie qu'il contient. Dans ses premiers instants, l'univers était un milieu d'une densité et d'une température presque infinie, une soupe primordiale de particules fondamentales. Puis, en s'étendant, il s'est refroidi, devenant plus vaste, plus vide et permettant à la matière de s'organiser. Le temps cosmique n'est pas une horloge linéaire, mais une histoire de transformation profonde. Il raconte comment, à partir d'un état presque parfaitement uniforme, des structures immenses et complexes ont pu naître et évoluer. Cette naissance ne s'est pas faite de manière chaotique. Elle a suivi une loi fondamentale, discrète mais implacable, la gravité. Bien que la plus faible des 4 forces fondamentales, la gravité est patiente et universelle. Elle agit à toutes les échelles, sans jamais s'arrêter. Au fil de millions, puis de milliards d'années, elle a commencé à sculpter la distribution de la matière. Les régions de l'univers primordial qui étaient, par pur hasard, légèrement plus denses que la moyenne, ont agi comme des germes gravitationnels. Elles ont exercé une attraction subtile mais persistante sur la matière environnante, enclenchant un processus de croissance lent et inexorable. Ce processus de croissance est dit hiérarchique. Les plus petites accumulations de matière, principalement constituées de matière noire invisible, se sont formées les premières. Ces petits halos de matière noire, de quelques milliers ou millions de masses solaires, ont agi comme des puits de gravité. Ils ont ensuite fusionné les uns avec les autres pour en créer de plus grands, de plus en plus massifs. Dans ces puits de gravité de plus en plus profonds, le gaz ordinaire, principalement l'hydrogène et l'hélium forgé lors du Big Bang, a commencé à s'accumuler. Ce gaz, en tombant dans les halos de matière noire,
a pu se refroidir, perdre de l'énergie et s'effondrer sur lui-même pour former les premières étoiles et les premières galaxies naines. L'histoire de l'univers est donc celle d'un rassemblement continu. À mesure que le temps passe, la gravité organise la matière en une vaste structure filamentaire, une toile cosmique faite de grands murs, de filaments denses et de vastes régions presque vides. Les galaxies naissent et grandissent aux intersections de ces filaments, là où la matière est la plus abondante, comme des villes qui se développent au carrefour de grandes routes. C'est dans ce contexte de rassemblement progressif qu'une idée simple et pourtant immense prend forme. Il existe des époques dans l'histoire de l'univers, des âges d'or, où la densité de matière atteint un seuil critique. Les galaxies sont alors plus proches les unes des autres, leurs interactions et leurs fusions beaucoup plus fréquentes. À ces époques, d'immenses quantités de gaz sont disponibles, non encore consommées par la formation d'étoiles. À ces moments particuliers de l'histoire cosmique, la matière ne se contente pas de former des étoiles. Elle peut s'accumuler de manière si efficace au centre des galaxies que des régions extraordinairement petites se mettent à dominer la lumière de tout leur environnement. Un volume à peine plus grand que notre système solaire peut se mettre à briller plus fort que sa galaxie haute tout entière avec ses milliards d'étoiles. C'est la transition de la gravité pure qui rassemble et accumule à la lumière pure qui rayonne et disperse. Le quasar est le fruit de cet instant où la densité de l'univers atteint son paroxysme créatif, allumant des phares d'une puissance inimaginable. L'affirmation qu'un quasar est plus lumineux qu'une galaxie entière n'est pas une simple image poétique destinée à frapper l'imagination. C'est une comparaison physique rigoureuse, fondée sur la mesure de l'énergie émise par ces objets. Pour la comprendre, il faut distinguer deux concepts fondamentaux: la luminosité intrinsèque d'un objet et le flux de lumière que nous recevons sur Terre. Le flux est la quantité d'énergie lumineuse que nous captons avec nos télescopes, ici, sur notre planète. Ce flux dépend crucialement de la distance. La lumière d'une source lointaine se dilue dans l'espace selon une loi simple, la loi en carré inverse. Imaginez une ampoule. Sa lumière semble de plus en plus faible à mesure que vous vous en éloignez, car son énergie se répartit sur une surface de plus en plus grande. À l'inverse, la luminosité, aussi appelée magnitude absolue par les astronomes, est la quantité totale d'énergie qu'un objet émet réellement chaque seconde. C'est sa véritable puissance, indépendante de la distance à laquelle nous l'observons. C'est cette valeur que les physiciens comparent. Cependant, mesurer la luminosité intrinsèque d'un objet aussi lointain qu'un quasar est un défi. Plusieurs effets viennent compliquer la tâche. D'abord, à cause de l'expansion de l'univers, la lumière des objets très distants est étirée au cours de son voyage vers nous. Les longueurs d'onde de la lumière s'allongent, se décalant vers la partie rouge du spectre. Ce phénomène, le décalage vers le rouge ou redshift, affaiblit l'énergie de chaque photon que nous recevons. Ensuite, la lumière peut être absorbée et diffusée par la poussière et le gaz qui se trouvent sur son chemin, entre la source et nos télescopes. Ce brouillard cosmique peut masquer une partie significative de l'éclat de l'objet. Quand les astronomes ont mesuré pour la première fois le flux lumineux d'objets comme le quasar 3C 273 et ont pu calculer sa distance grâce à son décalage vers le rouge, ils ont pu corriger tous ces effets pour remonter à sa luminosité intrinsèque. Le résultat était stupéfiant, dépassant tout ce qui était connu à l'époque. La puissance rayonnée par ce seul point lumineux était des centaines, voire des milliers de fois supérieure à celle de toute notre galaxie, la Voie lactée. Comparons ce qui est comparable.
Une galaxie comme la nôtre brille grâce à la lumière combinée de 200 à 400 milliards d'étoiles. Chacune de ces étoiles est un gigantesque réacteur à fusion nucléaire. La puissance totale est colossale, difficile à se représenter. Pourtant, un quasar, qui dans le ciel n'apparaît que comme un simple point, surpasse cet éclat collectif. La comparaison est physiquement légitime car, dans les deux cas, on parle de la même chose. La quantité totale d'énergie libérée sous forme de rayonnement électromagnétique par seconde. Les astronomes mesurent cette puissance, appelée luminosité bolométrique, en l'intégrant sur l'ensemble du spectre, des ondes radio les plus longues aux rayons gamma les plus énergétiques. Et à ce jeu de la puissance brute, le quasar l'emporte, et de loin. Comment une telle chose est-elle possible? La réponse se trouve dans l'efficacité énergétique. La fusion nucléaire, qui alimente les étoiles comme notre Soleil, est déjà un processus incroyablement puissant. Selon la célèbre équation d'Einstein, E égale mc², elle convertit une petite fraction de la masse de l'hydrogène, environ 0,7%, en énergie pure. Mais pour expliquer la luminosité d'un quasar, il fallait un moteur bien plus efficace. Si un objet aussi compact peut rivaliser avec des milliards d'étoiles réparties sur des dizaines de milliers d'années-lumière, sa source d'énergie ne peut pas être la fusion stellaire. Il doit exister dans l'univers un mécanisme capable de convertir la masse en énergie avec une efficacité bien plus grande. La découverte des quasars a ainsi ouvert la porte à une nouvelle physique, celle des phénomènes les plus extrêmes du cosmos, où la gravité elle-même devient le moteur le plus puissant de tous. L'histoire de la découverte des quasars est celle d'une énigme qui a résisté aux astronomes pendant des années, une anomalie qui refusait de rentrer dans les cases de la connaissance de l'époque. Tout a commencé dans les années 50, avec l'avènement de la radioastronomie, une nouvelle fenêtre sur l'univers. Les scientifiques cartographiaient le ciel, non pas en lumière visible, mais en ondes radio. Ils ont alors détecté des sources puissantes et compactes qui ne semblaient correspondre à aucune galaxie visible connue sur les plaques photographiques. Lorsqu'ils ont pointé leur télescope optique vers les coordonnées précises de ces sources radio, ils ont trouvé quelque chose de profondément déroutant. À l'emplacement de ces puissantes émissions, il n'y avait souvent qu'un point de lumière faible et bleutée, d'apparence indiscernable d'une étoile ordinaire. Ils ont donc baptisé ces objets étranges sources radio quasi-stellaires ou quasars. Le nom lui-même est un aveu d'incertitude. Ces objets ressemblaient à des étoiles, mais leur signature radio trahissait une nature différente. Pendant un temps, les quasars sont restés une curiosité, une anomalie dans le grand catalogue du cosmos. Leur apparence ponctuelle suggérait qu'ils devaient être des étoiles situées dans notre propre galaxie. C'était l'explication la plus simple et la plus logique, ne nécessitant pas d'invoquer de nouvelles physiques. Mais cette hypothèse simple s'est heurtée à un mur lorsque les astronomes ont analysé leur lumière en détail. L'outil clé pour cela est la spectroscopie, qui décompose la lumière d'un objet en ses différentes couleurs comme un prisme. Le spectre de la lumière d'une étoile n'est pas continu. Il est marqué par des lignes sombres ou brillantes, les raies spectrales. Ces raies sont les signatures chimiques des éléments présents dans l'atmosphère de l'étoile. Chaque élément, comme l'hydrogène ou l'hélium, possède un code-barre spectral unique et reconnaissable, une empreinte digitale immuable. Le problème était que le spectre des quasars était indéchiffrable. Les raies ne correspondaient à aucun code-barre connu. C'était comme essayer de lire une langue inconnue écrite avec un alphabet inconnu. De plus, ces raies étaient incroyablement larges,
ce qui suggérait que le gaz qui les émettait se déplaçait à des vitesses vertigineuses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde, une situation impensable pour l'atmosphère d'une étoile ordinaire. Les quasars semblaient donc hors catégorie, des objets qui ressemblaient à des étoiles mais dont la lumière portait l'empreinte de conditions physiques extrêmes et d'une chimie inconnue. Le mystère a perduré jusqu'en 1963. L'astronome néerlandais Maarten Schmidt, en étudiant le spectre du quasar 3C 273, le plus brillant d'entre eux, a eu une intuition révolutionnaire. Et si ces raies n'étaient pas inconnues? Et si c'étaient les raies familières de l'hydrogène, mais massivement décalées vers les longueurs d'onde rouges en raison d'une vitesse d'éloignement prodigieuse? Il a testé son idée, et soudain, les pièces du puzzle se sont parfaitement assemblées. Ce décalage vers le rouge colossal signifiait que 3C 273 n'était pas une étoile de notre galaxie, mais un objet situé à une distance astronomique, à plus de 2 milliards d'années-lumière. Il s'éloignait de nous à une vitesse prodigieuse, emporté par l'expansion de l'univers lui-même. D'un seul coup, la nature du quasar a changé. Ce n'était plus une étoile bizarre, mais un phare cosmique d'une puissance inimaginable, visible malgré sa distance immense. L'illusion de point n'était qu'une conséquence de son éloignement extrême. Il était devenu clair que le quasar n'était pas un type d'étoile, mais un phénomène entièrement nouveau. Il s'agissait du noyau d'une galaxie, surpris dans une phase d'activité si intense et si extrême qu'il éclipsait sa propre galaxie hôte. Pour comprendre l'origine de cette violence, il fallait descendre au cœur même du puits de gravité de cette galaxie, vers la forme la plus compacte de masse que l'univers puisse concevoir. Pour trouver un moteur capable de générer l'énergie phénoménale d'un quasar, il faut abandonner l'idée de la fusion nucléaire et se tourner vers la force la plus fondamentale de l'univers, la gravité. Mais pas n'importe quelle gravité. Il faut la pousser à son extrême absolu, là où elle devient si intense que même la lumière ne peut s'échapper. Il faut un trou noir. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, la gravité n'est pas une force au sens classique, mais une courbure du tissu même de l'espace-temps, causée par la présence de masse et d'énergie. Imaginez une nappe tendue. Une bille posée dessus crée un léger creux. Une boule de pétanque crée un creux bien plus profond. Un trou noir est une région où la masse est si concentrée que cette courbure devient, en théorie, infinie en un point central appelé la singularité. Autour de cette singularité se trouve une frontière immatérielle, une surface de non-retour appelée l'horizon des événements. Tout ce qui franchit cette frontière, y compris les particules de lumière, est irrémédiablement attiré vers le centre et ne peut plus jamais en sortir. Cependant, le moteur d'un quasar n'est pas un trou noir ordinaire issu de l'effondrement d'une seule étoile massive. Pour alimenter un phare cosmique aussi puissant, il faut un objet d'une toute autre échelle, un trou noir supermassif. Ces monstres cosmiques ne se comparent pas aux trous noirs stellaires. Leur masse ne se compte pas en quelques dizaines de masses solaires, mais en millions, en centaines de millions, voire en dizaines de milliards de fois la masse de notre Soleil. On pense aujourd'hui que la plupart des grandes galaxies, y compris notre propre Voie lactée, abritent un trou noir supermassif en leur centre. Le nôtre, tapi au cœur de notre galaxie et nommé Sagittarius A étoile, pèse environ 4 millions de masses solaires. Celui qui alimente le quasar le plus lumineux jamais détecté, J0 429-4351, est estimé à plus de 17 milliards de masses solaires. La présence d'une telle masse au cœur d'une galaxie crée un puits de gravité immense
qui domine toute la dynamique de la région centrale. Il définit une sphère d'influence gravitationnelle, une région où son attraction surpasse celle de toutes les étoiles environnantes. C'est à l'intérieur de cette sphère, au plus près du monstre, que le drame du quasar va se jouer. Ici se pose une question fondamentale, un paradoxe au cœur de notre sujet. Si un trou noir est, par définition, un objet qui n'émet aucune lumière et dont rien ne peut s'échapper, comment peut-il être le moteur de la chose la plus brillante de l'univers? C'est le cœur du mystère, et sa résolution est d'une élégance remarquable. Le trou noir lui-même ne brille pas. Il est le chef d'orchestre silencieux, le cœur invisible et sombre du système. La lumière ne vient pas de l'intérieur de l'horizon, mais de juste à l'extérieur, de la matière qui est sur le point de faire sa chute finale et sans retour. L'immense gravité du trou noir supermassif agit comme un convertisseur d'énergie d'une efficacité inégalée. Elle prend la matière environnante, gaz, poussière et même des étoiles malchanceuses qui s'approchent trop près, et la force à libérer une quantité phénoménale d'énergie avant qu'elle ne disparaisse à jamais. La lumière du quasar n'est pas la lumière du trou noir. C'est le cri d'agonie de la matière, son dernier éclat flamboyant avant le silence éternel de l'horizon des événements. Le secret de la brillance extraordinaire d'un quasar ne se trouve pas dans le trou noir lui-même, mais dans la structure qui se forme juste à sa porte, le disque d'accrétion. C'est le véritable moteur qui convertit l'énergie gravitationnelle en un déluge de lumière. Imaginez un trou noir supermassif, ce puits de gravité colossal, situé au centre d'une galaxie riche en gaz. Ce gaz, attiré par la gravité du monstre central, ne tombe pas en ligne droite vers lui. Tout comme l'eau qui s'écoule dans un évier forme un tourbillon, la matière dans l'espace possède presque toujours une rotation initiale, un moment angulaire. Cette rotation l'empêche de chuter directement et l'oblige à se mettre en orbite autour du trou noir. En tombant, elle spirale lentement vers l'intérieur et sa vitesse de rotation augmente de façon spectaculaire. C'est le même principe qui fait qu'un patineur sur glace tourne plus vite en ramenant ses bras vers son corps. La matière, en se rapprochant du trou noir, s'organise alors en un disque aplati et en rotation extrêmement rapide. Ce disque n'est pas une structure solide et rigide. C'est un maelstrom de gaz et de plasma où les particules se bousculent et se frottent les unes contre les autres à des vitesses prodigieuses, proches de celles de la lumière. Cette friction interne, que les physiciens appellent la viscosité, a deux effets cruciaux. D'une part, elle freine la matière, lui faisant perdre de l'énergie et de son moment angulaire, ce qui lui permet de continuer sa spirale descendante vers le trou noir, au lieu de rester en orbite stable. D'autre part, et c'est le point clé de tout le phénomène, cette friction intense génère une chaleur absolument colossale. Le disque d'accrétion devient ainsi l'un des endroits les plus chauds de tout l'univers. Les températures peuvent atteindre des dizaines de millions de degrés, voire plus, dans ces régions les plus internes, juste avant l'horizon des événements. À une telle chaleur, la matière ne fait pas que luire, elle flambe. Elle émet un rayonnement incroyablement puissant sur la quasi-totalité du spectre électromagnétique. Les parties externes et plus froides du disque brillent en ondes radio et en infrarouge. Les régions intermédiaires émettent en lumière visible et en ultraviolet, tandis que les zones internes, surchauffées, crachent des rayons X de haute énergie. C'est cette lumière, produite par la friction gravitationnelle, qui constitue l'éclat phénoménal du quasar. Pour saisir la puissance de ce mécanisme, il faut revenir à l'efficacité de la conversion de la masse en énergie. La fusion nucléaire au cœur des étoiles, rappelons-le, convertit environ 0,7% de la masse de la matière en énergie.
le processus d'accrétion par un trou noir est bien plus performant. Selon les modèles théoriques, il peut convertir jusqu'à 10, 20, voire plus de 40% de la masse de la matière qui tombe en énergie pure, selon la vitesse de rotation du trou noir. C'est, à notre connaissance, le mécanisme de production d'énergie le plus efficace de tout l'univers. Prenons l'exemple du quasar J0429 4351, qui brille avec l'éclat de plus de 500 000 milliards de soleils. Pour maintenir une telle luminosité, son trou noir central de 17 milliards de masses solaires doit engloutir l'équivalent d'environ une masse solaire chaque jour. Le disque d'accrétion qui produit cette lumière est lui-même d'une taille gigantesque, mesurant environ 7 années-lumière de diamètre. C'est un disque plus large que la distance qui sépare notre Soleil de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche. Le paradoxe du point lumineux se résout donc. La source d'énergie n'est pas une étoile, mais la chute de matière dans un puits de gravité extrême. Le disque d'accrétion surpasse une galaxie entière, non pas parce qu'il contient plus de matière, mais parce qu'il la convertit en lumière avec une efficacité redoutable, dans une région à la fois compacte et incroyablement chaude. Mais si le disque brille avec une telle intensité, il doit aussi exercer une force capable de s'opposer à la chute même de la matière qui l'alimente. Face à un moteur aussi vorace et puissant, une question naturelle se pose. Y a-t-il une limite à la luminosité d'un quasar? Un trou noir peut-il devenir infiniment brillant en avalant toujours plus de matière? La réponse est non. L'univers possède un mécanisme de régulation intégré, une sorte de thermostat cosmique connu sous le nom de limite d'Eddington. Le concept proposé par l'astronome Arthur Eddington au début du XXe siècle est d'une grande élégance et repose sur un équilibre de force. D'un côté, il y a la force de gravité du trou noir supermassif qui attire inexorablement la matière du disque d'accrétion vers l'intérieur. De l'autre, il y a une force qui pousse vers l'extérieur, la pression de radiation. La lumière, bien qu'un photon n'ait pas de masse, transporte une quantité de mouvement. Le flot de milliards de photons s'échappant du disque d'accrétion surchauffé crée une pression, un véritable vent de lumière qui pousse sur la matière. Cette pression de radiation agit principalement sur les électrons libres dans le plasma du disque, les repoussant loin du trou noir. Au cœur d'un quasar, deux forces titanesques s'affrontent donc. La gravité qui tire la matière vers le bas et la lumière qui la pousse vers le haut. La limite d'Eddington est le point d'équilibre critique. C'est la luminosité maximale qu'un objet d'une masse donnée peut atteindre avant que sa propre lumière ne devienne si puissante qu'elle souffle la matière qui l'alimente, coupant ainsi son propre approvisionnement en carburant. Ce mécanisme agit comme un thermostat naturel et autorégulateur. Si, pour une raison quelconque, le taux d'accrétion de matière augmente et que le quasar devient plus lumineux que sa limite d'Eddington, la pression de radiation devient dominante. Elle expulse violemment le gaz environnant, réduit l'alimentation du disque et par conséquent, la luminosité diminue jusqu'à revenir sous la limite. Inversement, si la luminosité faiblit, la pression de radiation baisse. La gravité reprend le dessus, la matière recommence à tomber plus abondamment, le disque se réchauffe et la luminosité remonte vers la limite. Le système s'autorégule autour de cet équilibre. Cette luminosité maximale dépend directement et uniquement de la masse du trou noir. Plus un trou noir est massif, plus sa gravité est forte, et plus la luminosité qu'il peut soutenir avant d'atteindre la limite d'Eddington est élevée. Cette relation est si fondamentale que les astronomes l'utilisent à l'envers, en mesurant la luminosité maximale
d'un quasar, ils peuvent estimer la masse du trou noir central qui l'alimente. La croissance des trous noirs supermassifs est donc un processus long et rythmé par ces épisodes d'accrétion. Le temps théorique nécessaire à un trou noir pour doubler sa masse, en accrétant continuellement à la limite d'Eddington, est appelé le temps de Salpeter. Il est de l'ordre de quelques dizaines de millions d'années, une durée courte à l'échelle cosmique. Cependant, l'univers se révèle souvent plus complexe que nos modèles les plus simples. Des observations récentes ont montré que certains quasars, en particulier dans l'univers jeune, semblent briller bien au-delà de leur limite d'Eddington. On parle alors d'accrétion supercritique. Ce n'est plus une fin contrôlée, mais un véritable emballement, où le trou noir dévore la matière à un rythme effréné. Ces phases sont probablement courtes et violentes, déclenchées par un apport massif et soudain de gaz, comme lors d'une fusion de galaxies, lorsque d'énormes quantités de carburant sont jetées sur le moteur central. Le disque d'accrétion, régulé par cet équilibre fragile entre la lumière et la gravité, est le cœur battant du quasar. Mais il n'est pas seul. Juste au-dessus de lui, dans les régions les plus internes et les plus violentes, une autre structure, encore plus chaude et plus énigmatique, façonne la lumière de plus haute énergie. Le disque d'accrétion, bien qu'extraordinairement chaud, n'est que la première étape de la production d'énergie du quasar. Juste au-dessus et à l'intérieur de ces régions les plus internes, là où la matière est sur le point de franchir l'horizon des événements, se trouve une autre structure, encore plus mystérieuse et extrême, la couronne. Il ne s'agit pas d'une couronne solide, mais d'un nuage diffus et turbulent de plasma, un gaz d'électrons et de particules atomiques, portés à des températures absolument inimaginables. Alors que le disque atteint des dizaines de millions de degrés, la couronne, elle, peut atteindre 1 milliard de degrés ou plus. La nature exacte de la couronne et le mécanisme qui la chauffe à de telles températures sont encore des sujets de recherche active. On pense qu'elle est alimentée par les puissants champs magnétiques qui s'ancrent dans le disque en rotation rapide. Quoi qu'il en soit, son rôle est crucial. Elle agit comme un amplificateur d'énergie. Le mécanisme à l'œuvre est un processus physique appelé la diffusion Compton inverse. Les photons de plus basse énergie, principalement des ultraviolets, émis par la surface chaude du disque d'accrétion, traversent cette couronne surchauffée. Là, ils entrent en collision avec les électrons ultra rapides et ultra chauds qui la composent. Dans cette interaction, les électrons, qui sont bien plus énergétiques, cèdent une partie de leur formidable énergie aux photons. Les photons sont ainsi boostés, leur énergie est démultipliée et ils sont transformés en rayonnements de bien plus haute énergie. Les ultraviolets deviennent des rayons X durs, très pénétrants. C'est la raison pour laquelle les quasars sont parmi les sources de rayons X les plus puissantes et les plus brillantes de l'univers. La couronne agit comme un convertisseur, prenant la lumière thermique du disque et la transformant en une émission de très haute énergie. Une des caractéristiques les plus fascinantes de cette émission de rayons X est sa variabilité extrêmement rapide. Les astronomes ont observé des changements significatifs de luminosité en l'espace de quelques heures seulement. C'est un indice capital sur la taille de la région qui émet cette lumière. Si la luminosité d'une région change en quelques heures, cela signifie que cette région ne peut pas être plus grande que la distance que la lumière parcourt en quelques heures. Cela prouve que la couronne est incroyablement compacte, à peine plus grande que le trou noir supermassif lui-même, soit la taille de notre système solaire. Nous observons donc des phénomènes qui se déroulent littéralement au bord même de l'abîme gravitationnel. C'est dans cette lumière, venant de si près du trou noir, que l'on peut observer les signatures de la relativité générale d'Einstein dans leur forme la plus pure
et la plus extrême. Par exemple, les astronomes observent parfois une raie d'émission spécifique dans le spectre des rayons X, produite par les atomes de fer dans les couches internes du disque d'accrétion. En raison des effets combinés de la vitesse orbitale extrême de ce fer, proche de celle de la lumière, et de la courbure intense de l'espace-temps près du trou noir, cette raie spectrale est complètement déformée. Elle est à la fois étirée et élargie par l'effet Doppler relativiste, mais aussi décalée vers des énergies plus faibles par le décalage gravitationnel vers le rouge, qui vole de l'énergie à la lumière, tentant d'échapper au puits de gravité. L'étude de la forme de cette raie du fer nous donne une sensation de proximité cosmique avec l'horizon des événements. Elle nous permet de sonder la structure de l'espace-temps lui-même et même de mesurer la vitesse de rotation du trou noir. Mais parfois, l'énergie extraite de la gravité ne se contente pas de sortir sous forme de lumière thermique. Une fraction de cette puissance peut être canalisée pour créer les structures les plus étendues et les plus spectaculaires de l'univers. Dans la plupart des quasars, que l'on qualifie de radiosilencieux, l'énergie est libérée de manière plus ou moins isotrope, sous forme de rayonnement thermique provenant du disque d'accrétion et de sa couronne. Mais dans environ 10% des cas, le système produit un phénomène encore plus puissant et visuellement spectaculaire: les jets relativistes. Ces quasars sont dits radiobruyants. Dans ces systèmes, une partie de l'énergie gravitationnelle libérée par la chute de la matière n'est pas convertie en chaleur et en lumière diffuse, mais est canalisée de manière extraordinairement efficace. Le mécanisme exact est l'un des plus grands défis de l'astrophysique moderne, mais il semble impliquer une interaction complexe entre le disque d'accrétion en rotation rapide et de puissants champs magnétiques. Ces champs magnétiques, qu'ils soient ancrés dans le disque ou qu'ils émergent de l'horizon du trou noir en rotation lui-même, sont tordus et enroulés par la rotation du système, un peu comme des élastiques que l'on torsade. Cette torsion extrême peut extraire l'énergie de rotation, soit du disque, soit du trou noir lui-même, un processus connu sous le nom de mécanisme de Blandford-Znajek. Cette énergie est ensuite utilisée pour propulser violemment une partie du plasma du disque vers l'extérieur. L'énergie n'est plus rayonnée dans toutes les directions, mais elle est focalisée en deux faisceaux de particules opposés, étroits, collimatés et ultra puissants. Ces jets sont éjectés perpendiculairement au plan du disque d'accrétion, le long de l'axe de rotation du système, un peu comme les deux jets d'eau d'un arroseur de jardin. Ils sont composés de plasma, un gaz d'électrons, de protons et parfois de positrons, projetés à des vitesses qui frôlent celles de la lumière, dépassant souvent 99% de cette limite ultime. On les qualifie de relativistes, car leur vitesse est si élevée que les lois de la relativité restreinte d'Einstein y sont primordiales et modifient radicalement leur apparence. L'un des effets les plus spectaculaires de ces vitesses extrêmes est le beaming relativiste, ou effet de phare. Le rayonnement émis par le plasma en mouvement dans le jet est massivement concentré dans un cône étroit dans la direction du mouvement. Si, par un alignement fortuit, l'un de ces jets pointe directement vers la Terre, sa luminosité apparente est amplifiée de manière colossale, jusqu'à un facteur 1000 ou plus. Ces objets, appelés blazars, sont parmi les quasars les plus brillants et les plus violemment variables que nous observons. Lorsque nous observons un blazar, nous regardons littéralement dans le canon du moteur central. Ces jets ne s'arrêtent pas aux frontières de la galaxie. Ils peuvent s'étendre sur des distances phénoménales, traversant le milieu intergalactique, sur des centaines de milliers, voire des millions d'années-lumière. Ils sont donc bien plus grands que leur propre galaxie haute. À leur extrémité,
Là où ils entrent en collision avec le gaz raréfié de l'espace intergalactique, ils créent des ondes de choc gigantesques. Celles-ci se terminent en d'immenses structures appelées lobes radio. Ces lobes sont de vastes cocons de particules énergétiques et de champs magnétiques qui brillent intensément en ondes radio. Le quasar laisse ainsi une empreinte architecturale gigantesque dans le plasma environnant, une cicatrice cosmique qui peut perdurer et rester visible bien après que le moteur central se soit éteint, faute de carburant. Même dans les quasars qui ne produisent pas de jet aussi dominant, le rayonnement intense du disque d'accrétion illumine le gaz environnant sur des distances considérables. Et ce gaz, en réponse, nous envoie ses propres messages lumineux, nous informant sur la structure de cet environnement extrême. Un quasar n'est pas simplement un trou noir et un disque d'accrétion isolé dans le vide. C'est un écosystème complexe, niché au cœur d'une galaxie. Le rayonnement intense et violent qui émane du moteur central se propage dans toutes les directions et vient frapper le gaz environnant. Ce rayonnement, riche en ultraviolets et en rayons X, ionise ce gaz, c'est-à-dire qu'il arrache les électrons de leurs atomes. Lorsque ces électrons se recombinent ensuite avec les noyaux atomiques, ils descendent en cascade les niveaux d'énergie, émettant de la lumière à des longueurs d'onde très spécifiques. Ce processus crée les raies d'émission brillantes que les astronomes observent dans le spectre des quasars. L'étude détaillée de ces raies a révélé que l'environnement immédiat du quasar est structuré en plusieurs régions distinctes. Très près du disque d'accrétion, à une distance de quelques jours-lumière à quelques années-lumière, se trouve une région peuplée de milliers de nuages de gaz denses et rapides. C'est la région des raies larges. Ces nuages orbitent autour du trou noir central à des vitesses folles, de l'ordre de plusieurs milliers de kilomètres par seconde, soit quelques pourcents de la vitesse de la lumière. En raison de l'effet Doppler, la lumière des nuages qui se déplacent vers nous est décalée vers le bleu, tandis que la lumière des nuages qui s'éloignent de nous est décalée vers le rouge. Comme ces nuages bougent dans toutes les directions par rapport à notre ligne de visée, leurs raies spectrales collectives sont étalées ou élargies, ce qui leur donne cet aspect large et flou qui a tant intrigué les premiers observateurs de quasars. La largeur de ces raies est un outil précieux. Elle nous renseigne directement sur la vitesse des nuages et par conséquent sur l'intensité du champ gravitationnel du trou noir à cette distance. C'est une autre façon de peser le monstre central. Plus loin du moteur, à des distances de centaines à des milliers d'années-lumière, se trouve une autre zone de gaz, beaucoup plus diffuse et plus calme, la région des raies étroites. Ces nuages sont également ionisés et illuminés par le rayonnement du quasar, mais comme ils orbitent beaucoup plus lentement et beaucoup plus loin du centre, leurs raies d'émission sont fines et nettes, non affectées par l'élargissement Doppler. Cette structure stratifiée a permis aux astronomes de développer une technique d'une ingéniosité remarquable pour cartographier cet environnement invisible. La cartographie par réverbération. L'idée fondamentale est d'utiliser les variations de lumière du quasar lui-même comme une sonde pour mesurer son propre environnement. La luminosité du disque d'accrétion centrale n'est pas constante. Elle varie de manière chaotique au fil du temps. Lorsqu'il y a un flash de lumière au centre, une partie de cette lumière voyage directement jusqu'à nos télescopes. Une autre partie de cette lumière voyage vers l'extérieur et vient frapper un peu plus tard les nuages de la région des raies larges. Ces nuages absorbent la lumière du flash et la rémettent à leur tour, s'illuminant avec un certain retard. Les astronomes observent donc un décalage temporel, un écho de lumière,
entre la variation de la lumière du disque central et la réponse lumineuse des nuages de gaz. En mesurant ce retard et en connaissant la vitesse de la lumière, ils peuvent calculer la distance physique qui sépare le moteur central des nuages de la région des raies larges. C'est exactement comme crier dans une vallée et utiliser le temps que met l'écho à revenir pour estimer la distance de la paroi rocheuse. En combinant cette distance avec la vitesse des nuages, mesurée par la largeur des raies, les astronomes peuvent calculer la masse du trou noir central avec une précision surprenante, en utilisant les lois de la gravité de Kepler. Le quasar nous fournit lui-même les outils pour le mesurer et sonder sa propre structure. Il n'est pas une entité isolée. Il vit au cœur d'une galaxie, et c'est cette galaxie qui lui fournit le carburant nécessaire à sa flamboyance. Un quasar ne peut exister sans un apport constant et massif de matière. Cette matière, ce carburant cosmique, ne sort pas de nulle part. Elle provient inévitablement de sa galaxie hôte. La question devient alors, comment une galaxie, une structure qui s'étend sur des dizaines de milliers d'années-lumière, parvient-elle à nourrir le monstre qui sommeille en son centre? Dans une galaxie spirale stable et bien ordonnée comme pourrait l'être la nôtre aujourd'hui, le gaz et les étoiles orbitent de manière relativement calme, loin du trou noir central. Pour déclencher une phase de quasar, il faut un événement cataclysmique qui perturbe cet équilibre et envoie d'énormes quantités de gaz des régions externes vers le centre galactique. Plusieurs mécanismes peuvent jouer ce rôle. L'un des plus efficaces et des plus spectaculaires est la fusion de galaxies. Lorsque deux galaxies spirales riches en gaz entrent en collision et commencent à fusionner, leurs structures sont violemment perturbées. Les forces de marée gravitationnelles créent des instabilités comme des barres d'étoiles et de gaz qui s'étirent à travers les galaxies en fusion. Ces barres agissent comme de véritables entonnoirs cosmiques, brisant le mouvement orbital du gaz et le canalisant efficacement vers le noyau commun. C'est pourquoi de nombreux quasars sont observés dans des galaxies qui montrent des signes évidents de fusion ou d'interaction récente, avec des queues de marée et des structures déformées. Une autre source de carburant, particulièrement importante dans l'univers jeune, pourrait être les afflux froids. Ce sont des filaments de gaz froids et denses, directement issus de la toile cosmique, qui pénètrent profondément dans le halo de la galaxie et atteignent son centre, fournissant une alimentation continue et efficace au trou noir. Mais tout le gaz qui arrive au centre de la galaxie n'atteint pas directement le disque d'accrétion. L'environnement immédiat d'un trou noir supermassif est souvent obscurci par une structure épaisse en forme de beignet appelée TOR, composée de gaz moléculaire froid et de poussière. Ce TOR de poussière, situé à l'extérieur de la région des raies larges, joue un rôle fondamental dans l'apparence que nous avons d'un quasar. Cette idée est au cœur du modèle unifié des noyaux galactiques actifs. Ce modèle propose que les différents types de noyaux actifs que nous observons, comme les quasars brillants et d'autres objets moins lumineux appelés galaxies de Seyfert, ne sont pas des objets fondamentalement différents. Il s'agirait plutôt du même type d'objet, composé d'un trou noir supermassif, d'un disque d'accrétion et de régions d'émission, mais vu sous des angles différents. Si notre ligne de visée est alignée avec l'axe du TOR, nous avons une vue dégagée et nous pouvons voir directement le cœur du moteur, le disque d'accrétion brillant et la région des raies larges. Nous observons alors un quasar classique avec ses raies larges caractéristiques et sa luminosité extrême. En revanche, si nous observons le système par la tranche, le TOR de poussière dense et opaque nous bloque la vue du moteur central.
Nous ne voyons plus directement la source de lumière intense, ni la région des raies larges. Ce que nous percevons, c'est la lumière du quasar, qui s'échappe perpendiculairement au tore, et qui va illuminer la région des raies étroites, plus lointaine et plus étendue. L'objet apparaît alors globalement moins lumineux, en lumière visible, et ne présente que des raies d'émission fines et nettes dans son spectre. Le modèle unifié explique ainsi pourquoi certains noyaux actifs sont cachés en lumière visible, mais brillent de 1000 feux en infrarouge. La poussière du tore, chauffée par le rayonnement intense du quasar qu'elle absorbe, rayonne à son tour à ses longueurs d'onde plus longues. Il explique aussi pourquoi ces objets peuvent être très brillants en rayons X durs, assez énergétiques pour traverser le tore de poussière. Il s'agit du même moteur, mais son apparence dépend entièrement de notre point de vue, de notre orientation par rapport au tore. Si un noyau galactique peut injecter une telle quantité d'énergie dans son environnement, il est impossible qu'il reste sans effet sur sa galaxie haute. L'image d'un quasar comme un simple gouffre cosmique qui ne fait qu'avaler la matière est profondément incomplète. En réalité, pour chaque particule de matière qui tombe dans le trou noir, une quantité énorme d'énergie est libérée et injectée dans la galaxie environnante. Ce processus, par lequel le noyau actif influence sa propre galaxie, est appelé la rétroaction. Cette rétroaction est l'un des mécanismes les plus importants de l'astrophysique moderne, car elle semble résoudre de nombreuses énigmes sur la formation des galaxies. Elle se manifeste de plusieurs manières puissantes. Premièrement, la pression de radiation intense émanant du disque d'accrétion, celle-là même qui régule la luminosité à la limite d'Eddington, peut devenir si forte qu'elle chasse le gaz environnant. Elle crée des vents puissants, des outflows qui soufflent à travers la galaxie à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Ces vents peuvent emporter des centaines, voire des milliers de masses solaires de gaz chaque année, bien plus que la quantité de matière consommée par le trou noir lui-même. Deuxièmement, dans les quasars dotés de jets relativistes, ces faisceaux de particules traversent la galaxie à une vitesse proche de celle de la lumière. Ils agissent comme de gigantesques chasse-neige cosmiques, chauffant, ionisant et expulsant d'énormes quantités de gaz hors du disque galactique. Quel est l'effet de ce grand nettoyage cosmique? Le gaz froid est le carburant essentiel à la formation de nouvelles étoiles. C'est dans les nuages moléculaires froids et denses que la gravité peut prendre le dessus et initier la naissance de pouponnières d'étoiles. En chauffant et en expulsant ce gaz froid, le quasar stérilise sa propre galaxie. Il coupe l'alimentation en carburant des régions de formation d'étoiles et peut stopper net, ou du moins fortement réduire, le taux de formation stellaire dans toute la galaxie. On parle de trempe de la formation d'étoiles. Ce mécanisme de rétroaction est absolument crucial pour expliquer l'apparence des galaxies massives que nous observons aujourd'hui. Sans cette régulation, les simulations cosmologiques prédisaient la formation de galaxies bien plus grandes et bien plus riches en étoiles que ce que nous voyons dans l'univers réel. La rétroaction du quasar agit comme un interrupteur, éteignant la formation d'étoiles une fois que la galaxie et son trou noir central ont atteint une certaine taille. Le quasar limite donc non seulement sa propre croissance, en expulsant son carburant, mais aussi celle de sa galaxie. Cela explique l'une des corrélations les plus surprenantes et les plus fondamentales de l'astrophysique moderne, la relation M-sigma. Les astronomes ont découvert une relation très étroite et presque linéaire entre la masse du trou noir supermassif au centre d'une galaxie et la masse, ou plus précisément, la dispersion des vitesses des étoiles du bulbe central de cette galaxie.
C'est comme si le trou noir, qui est des milliers de fois plus petit et moins massif que le bulbe qui l'entoure, savait quelle taille sa galaxie devait avoir, et vice-versa. Cette coévolution suggère un dialogue constant entre le trou noir et sa galaxie haute, orchestrée par les phases de Quasar. Le Quasar n'est pas un simple parasite, c'est un régulateur cosmique. Il ne se contente pas de dévorer, il redistribue l'énergie et sculpte activement l'évolution de sa propre galaxie. Pour comprendre le rôle global de ces événements, il faut maintenant les replacer dans la grande histoire cosmique et se demander à quel moment l'univers les a-t-il produits en plus grand nombre. Les quasars ne sont pas uniformément répartis dans l'histoire de l'univers. Ce sont des phénomènes caractéristiques d'une époque révolue, des témoins d'une jeunesse cosmique plus turbulente. Aujourd'hui, dans notre voisinage cosmique, il n'y a pas de quasars vraiment actifs. Les grands trous noirs au centre des galaxies proches, comme Andromède ou notre propre Voie lactée, sont pour la plupart endormis et silencieux. En cartographiant la distribution des quasars à différentes distances, et donc en remontant à différentes époques cosmiques, les astronomes ont fait une découverte fondamentale. Il y a eu un âge d'or des quasars, une période où leur nombre et leur luminosité étaient à leur apogée. Cette période d'activité maximale s'est produite lorsque l'univers avait entre 2 et 3 milliards d'années. Cette époque est souvent surnommée le Midi cosmique, car c'est aussi le moment où l'activité de formation d'étoiles dans l'univers était la plus intense. À cette époque, l'univers était un endroit très différent d'aujourd'hui. Il était plus petit, plus dense. Les galaxies étaient plus proches les unes des autres, et les fusions entre elles étaient beaucoup plus fréquentes et spectaculaires. Ces conditions étaient idéales pour allumer les quasars. Les fusions de galaxies agissaient comme un catalyseur parfait, déstabilisant les vastes réservoirs de gaz froid dans les disques galactiques et les canalisant en masse vers les trous noirs centraux. Plus de carburant disponible signifiait des quasars plus nombreux et plus lumineux. L'âge d'or des quasars était donc intimement lié à l'âge d'or des fusions de galaxies. Grâce à la puissance de télescopes comme le James Webb, les astronomes repoussent aujourd'hui les frontières de l'observation encore plus loin. Ils partent à la recherche des tout premiers quasars qui se sont allumés pendant l'aube cosmique, lorsque l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Et ils en ont trouvé. Ces découvertes posent un défi théorique majeur, connu comme le problème de croissance rapide. Les astronomes ont détecté des quasars alimentés par des trous noirs supermassifs de plus d'1 milliard de masses solaires à une époque où l'univers n'avait que 6 ou 700 millions d'années. Comment de tels monstres ont-ils pu se former et grandir si vite en si peu de temps? Le temps de croissance standard, même en accrétant continuellement à la limite d'Eddington, semble insuffisant pour passer d'une graine de trou noir stellaire à un géant d'1 milliard de masses solaires. Ce problème a conduit à de nouvelles théories sur la formation des toutes premières graines de trous noirs. Au lieu de naître de l'effondrement d'une seule étoile massive, formant des graines de quelques dizaines de masses solaires, peut-être que les premiers trous noirs se sont formés par l'effondrement direct d'immenses nuages de gaz primordial. Ce mécanisme aurait pu créer d'emblée des graines de plusieurs dizaines de milliers de masses solaires, leur donnant une avance considérable. Ou peut-être que des phases d'accrétion supercritiques, bien au-delà de la limite d'Eddington, étaient courantes et soutenues dans l'univers primitif, permettant une croissance explosive. Les quasars les plus lointains nous obligent à repenser la formation des toutes premières grandes structures de l'univers. Ils pourraient même avoir joué un rôle clé dans la dernière grande transition cosmique, la rayonisation. Après les âges sombres, le rayonnement ultraviolet intense des premières étoiles et, potentiellement,
des premiers quasars a fourni l'énergie nécessaire pour ioniser l'hydrogène neutre qui remplissait l'univers, le rendant transparent à la lumière, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Au-delà de leur propre existence, ces phares lointains sont devenus pour les astronomes des outils inestimables, des lampes de poche cosmiques derrière lesquelles on peut lire la structure invisible de l'univers. La valeur scientifique d'un quasar ne réside pas seulement dans ce qu'il est, mais aussi dans ce que sa lumière nous révèle au cours de son long voyage jusqu'à nous. Parce qu'ils sont extraordinairement brillants et situés aux confins de l'univers observable, les quasars sont des sondes cosmiques parfaites. Leur lumière traverse des milliards d'années-lumière d'espace avant de parvenir à nos télescopes. Sur son trajet, elle rencontre la matière qui peuple le cosmos, en particulier le gaz diffus qui se trouve entre les galaxies. Cet espace intergalactique n'est pas vide, il est structuré en une toile cosmique, un réseau de filaments de gaz d'hydrogène et d'hélium, le long desquels les galaxies se forment et évoluent. Cette toile, qui contient la majorité de la matière ordinaire de l'univers, est presque entièrement invisible, car le gaz y est trop raréfié et trop froid pour émettre sa propre lumière. Cependant, lorsque la lumière d'un quasar lointain traverse l'un de ces filaments ou nuages de gaz, une partie de cette lumière a des longueurs d'onde très spécifiques correspondant aux transitions atomiques de l'hydrogène, est absorbée. Ce processus laisse une empreinte sombre et nette dans le spectre du quasar, une fine raie d'absorption. Comme la lumière du quasar traverse des centaines, voire des milliers, de ces nuages et filaments à différents décalages vers le rouge tout au long de son parcours, son spectre se couvre d'une multitude de ces raies d'absorption. Le résultat est une forêt Lyman alpha, un enregistrement détaillé et stratifié de toute la matière intergalactique située entre le quasar et nous. En étudiant cette forêt, les astronomes peuvent cartographier la distribution de la matière invisible dans l'univers, mesurer sa température, sa densité, sa composition chimique et suivre son évolution au fil du temps cosmique. Le quasar agit comme une lampe de poche qui nous révèle la structure et les propriétés du brouillard cosmique, qui, autrement, resterait totalement transparent et inconnu. Parfois, la lumière d'un quasar est également affectée par la gravité d'objets très massifs, comme des galaxies ou des amas de galaxies qui se trouvent exactement sur sa trajectoire. Selon la relativité générale, la masse courbe l'espace-temps et peut dévier la trajectoire de la lumière, agissant comme une lentille. Cet effet, appelé lentille gravitationnelle, peut produire des images multiples, déformées et amplifiées du même quasar. L'étude de ces mirages gravitationnels, comme la célèbre croix d'Einstein, permet aux astronomes de peser la matière qui cause la lentille, y compris la matière noire invisible. Elle permet aussi de mesurer des paramètres cosmologiques fondamentaux, comme la constante de Hubble, qui décrit le taux d'expansion actuel de l'univers. Enfin, la variabilité même des quasars fournit des contraintes physiques fondamentales. Comme nous l'avons vu, le fait que la luminosité d'un quasar puisse changer de manière significative en quelques jours ou quelques heures implique que la source d'émission doit être extrêmement compacte. Cette simple observation de variabilité est une preuve directe et irréfutable que le moteur central ne peut pas être une collection d'étoiles ou une nébuleuse, mais doit être un objet unique et de très petite taille, confortant le modèle du trou noir supermassif. Toutes ces applications mènent à une conséquence simple et vertigineuse. Observer un quasar, ce n'est pas seulement observer un objet.
c'est observer un état passé de l'univers, une capsule temporelle lumineuse qui porte en elle les secrets de milliards d'années d'histoire cosmique. Nous avons parcouru un long chemin depuis le simple point lumineux dans le ciel, cette anomalie qui défiait la logique. Ce qui a commencé comme une énigme est devenu une machine cosmique d'une complexité et d'une puissance stupéfiante. Un régulateur de la croissance des galaxies et une sonde inestimable de la structure la plus fondamentale de l'univers. Mais l'implication la plus profonde de l'étude des quasars est peut-être liée à notre perception même du temps cosmique. En raison de la vitesse finie de la lumière, regarder loin dans l'espace, c'est inévitablement et obligatoirement regarder loin dans le temps. La lumière du quasar J0429-4351 par exemple, a voyagé pendant plus de 12 milliards d'années pour nous atteindre. Nous ne voyons pas cet objet tel qu'il est aujourd'hui, mais tel qu'il était il y a 12 milliards d'années, lorsque l'univers était encore dans sa jeunesse turbulente et flamboyante. Observer un quasar n'est donc pas seulement observer un objet astrophysique isolé, c'est recevoir un message direct du passé lointain. La lumière de ce quasar ne nous renseigne pas seulement sur le trou noir et son disque d'accrétion, mais sur l'état de l'univers entier à cette époque reculée. Chaque photon qui arrive jusqu'à nous porte en lui l'histoire de son voyage. Les empreintes des nuages de gaz primordiaux qu'il a traversés, les distorsions de l'espace-temps qu'il a subies en chemin. Le quasar devient une fenêtre ouverte sur un temps ancien, une époque où l'univers était plus jeune, plus dense et plus violent. Notre perception de ces objets n'est pas une simple observation, elle est une conséquence directe et inéluctable des lois de la cosmologie. Nous sommes des archéologues du cosmos, et la lumière des quasars est l'un de nos outils les plus précieux pour reconstituer son histoire. Aujourd'hui, l'âge d'or des quasars est largement révolu. L'univers s'est étendu, refroidi et dilué. Le carburant, ce gaz froid nécessaire à l'alimentation des monstres centraux, se fait plus rare. Les monstres au cœur des galaxies se sont pour la plupart endormis, faute de nourriture. Mais ils ne sont pas morts, ils sont simplement en sommeil. Au centre de presque chaque grande galaxie, y compris la nôtre, sommeille un trou noir supermassif, le vestige silencieux d'une époque plus flamboyante. La présence de ces géants endormis soulève une dernière question qui nous ramène à notre propre place dans le cosmos. Notre propre Voie lactée a-t-elle connu sa phase de quasar il y a des milliards d'années? Et pourrait-elle un jour se réveiller? Une collision future avec une autre galaxie, comme la grande galaxie d'Andromède qui fonce sur nous et avec laquelle nous fusionnerons dans quelques milliards d'années, pourrait-elle fournir le carburant nécessaire pour rallumer le phare au cœur de notre propre cité d'étoiles? Le moteur est toujours là, patientant dans l'obscurité. L'histoire des trous noirs supermassifs et leur danse complexe avec les galaxies qu'ils habitent est loin d'être terminée. Nous avons commencé ce voyage avec un paradoxe apparent, un point minuscule dans le ciel, capable de surpasser en éclat une galaxie entière, forte de ses centaines de milliards d'étoiles. Nous le terminons avec la compréhension d'une machine cosmique, d'une complexité et d'une puissance qui dépasse l'imagination. Le secret du quasar n'est pas le trou noir lui-même, cet abîme de silence et d'obscurité absolue, mais la danse furieuse de la matière à sa porte. C'est le triomphe de la gravité, un moteur d'une efficacité redoutable qui, par la friction et la compression extrême, transforme la masse en un éclat aveuglant, bien plus efficacement que ne le fait la fusion nucléaire au cœur des étoiles. Le quasar est le cri de lumière de la matière, son chant du cygne juste avant de franchir le seuil de l'oubli.
Mais un quasar est bien plus qu'une simple curiosité astronomique. C'est une fenêtre ouverte sur un univers jeune, dense et violent, une relique d'un âge d'or cosmique où les galaxies se formaient et interagissaient frénétiquement. C'est un sculpteur de galaxies, un régulateur qui, par ses vents et son énergie, contrôle la naissance des étoiles et façonne l'évolution à long terme de sa propre galaxie hôte. C'est une sonde cosmique dont la lumière lointaine nous permet de cartographier les structures invisibles de l'univers et de lire l'histoire du cosmos chapitre par chapitre. L'étude des quasars nous a appris que les lois de la physique, poussées à leurs limites les plus extrêmes dans les champs de gravité les plus intenses, peuvent produire des phénomènes d'une beauté et d'une violence spectaculaires. Aujourd'hui, l'ère des quasars est presque terminée. L'univers, en s'étendant, s'est calmé. Le carburant se fait rare et les grands phares cosmiques se sont éteints les uns après les autres. Les monstres qui les alimentaient se sont endormis, mais ils sont toujours là, tapis au cœur de la plupart des grandes galaxies, y compris la nôtre. Ces vestiges silencieux nous rappellent une époque où l'univers était plus jeune et plus flamboyant. Ils soulèvent une question ultime et fascinante. Notre propre Voie lactée a-t-elle un jour abrité un quasar? Le moteur est toujours présent, dormant au centre de notre galaxie. Et bien que le phare soit éteint aujourd'hui, il reste le témoin d'une histoire cosmique dont nous ne faisons que commencer à déchiffrer les chapitres les plus anciens et les plus lumineux.